Hello, nous voilà de retour pour continuer vos séances de programmation. Après avoir dessiné le code du Graph7 sur la plateforme Unity Pro, nous allons continuer maintenant pour programmer les actions et les transitions. Je propose qu'on commence par les actions. Ça nous permet de comprendre lorsqu'on va programmer les transitions. Si je commence par les transitions, c'est un truc que je n'ai pas comprendre. Donc on va commencer par les actions. Les actions ici, nous avons le compteur qui est une action. À l'étape 1, il faut comprendre aussi comment le Graph7 fonctionne. À l'étape 1, nous allons entrer dans le compteur la valeur X. Ok. Donc cela va se faire avec le bouton poussoir de comptage. Ensuite, à l'étape 2, la lampe H1 va s'allumer pendant le temps T1. Ce temps T1, il est d'une seconde. Donc la lampe va s'allumer une seconde. Après une seconde, on passe à l'étape 3. Au cours de cette étape, on va retrancher 1 à la valeur du compteur. C'est-à-dire la valeur X que nous avons entrée, par exemple, si nous avons entré 10, une fois que la lampe s'allume une fois et que nous tenons à l'étape 3, on retranche 1 à la valeur 10, il va nous rester 9. Et ce temps pour faire cela, c'est juste 500 millisecondes, la moitié d'une seconde. Une fois cela fait, alors le programme va s'interrompre pour la vérification de ces deux réceptivités-là. Dès que les 500 millisecondes sont épuisées, et si la valeur courante du compteur est, c'est un et, la valeur courante du compteur est supérieure à 0, alors on repart à l'étape 2. C'est ce qui veut dire que la valeur qu'on a introduite dans le compteur est toujours supérieure à 0. On est à 9 évidemment, 9 étant supérieur à 0, on repart à l'étape 2. On repart à l'étape 2. Si au contraire, la valeur courante du compteur est égale à 0, on repart à l'étape 1. Cela veut dire qu'on a épuisé toute la valeur qu'on a introduite dans le compteur à l'étape 1. Voilà. Donc comment ça va se faire? On va ouvrir notre plateforme Unity Pro. Pour programmer les actions, on va créer une nouvelle section, comme je vous ai dit. On peut programmer autant de sections qu'on veut. Et on va donner un nom à cette section, généralement par reconnaissance, c'est pas une reconnaissance, par mimétisme. Pour nous qui avons programmé sous PS7, j'utilise toujours post pour programmer mes actions. Je peux pas mettre action, action étant un mot réservé déjà. Dans les Graph7, lorsqu'on met action, le programme rejette. Je vais donc changer de langage. Voilà, chaque session peut être programmée dans les langages qu'on maîtrise le mieux. Donc je programme en ladder. Et je fais OK. Et la page, la section post-action s'ouvre. Vous verrez que les symboles graphiques sont changés. Ce sont les symboles du langage ladder cette fois-ci. On est plein SFC. Et nous allons programmer nos actions. La première action que je suggère qu'on programme, c'est le compteur. Puisqu'on commence à l'étape 1, on n'est pas obligé, on peut commencer la lampe, les tampons, dans le désordre. Mais je préfère qu'on commence par le compteur. Je reviens. Bien. Il faut, c'est pas obligatoire, c'est pas forcément nécessaire, mais il faut apprendre ces habitudes-là maintenant, à mettre un commentaire au début de, parce que après, lorsque tu vas vouloir faire un dépannage, les commentaires t'indiquent ce que tu as programmé. Et ça, c'est très utile lorsque tu veux vite te retrouver lors d'un dépannage. Donc ici, on va mettre ce qu'on programme. C'est pas seulement un compteur, c'est un compteur, décompteur. Voilà. Compteur, décompteur. Je vais faire entrer, échappe pour libérer la souris. Voilà, je prolonge un peu pour qu'on puisse voir. Bon, sur 3 colonnes, voilà. Ok, compteur, décompteur.
Pourquoi je mets compteur décompteur? Effectivement, lorsqu'on regarde le TD, à l'étape 1, ici on va compter, on va introduire une valeur X dans le compteur. Mais à l'étape 3, le moins ici veut dire qu'on retranche au compteur, donc on décompte. Donc il va nous falloir prendre un bloc fonction qui nous permet à la fois de compter et de décompter. Il y a des blocs fonctions de comptage à part, il y a des blocs fonctions de décomptage à part, mais dans ce cas-ci, pour notre application, nous avons besoin d'un bloc fonction à la fois de comptage et de décomptage. Je vais aller prendre le bloc compteur en question. Pour ce faire, vous venez ici, assistant de saisie FFB. Ok, vous cliquez. Type FFB, voilà. On va chercher le bloc fonction en question. Cela se fait ici dans la bibliothèque. J'ouvre donc la bibliothèque. J'ouvre la base libre. Et tous les blocs fonctions sont ici. Je viens sur Timer and Counters, le tempo et le compteur. Je n'ai pas besoin de dupliquer, je clique simplement et en face, ainsi les différents types de compteurs et de décompteurs sont affichés avec les tempos. Les trois derniers sont les tempos. Tout ce qui vient avant, ce sont les compteurs. Quand on voit un CTD c'est un décompteur. Ok? Countdown. Maintenant, que je dis, c'est CTD int, c'est maintenant qu'on va revenir au type de variable, au type de données que nous allons utiliser. Si vous allez dans votre cours, le cours que j'ai donné, le tableau que j'ai donné, les types de données, vous remarquerez que les données de type int sont des données entières, c'est-à-dire des nombres entiers, qui peuvent prendre des valeurs négatives comme des valeurs positives. Donc, si dans mon comptage, je dois descendre jusqu'à moins 3, moins 4, moins 5, alors je vais déclarer mon compteur comme un type int. Or, si dans mon application ici, on décompte jusqu'à 0, 0 qui est le premier entier naturel, alors j'ai pas besoin de déclarer comme int, je peux déclarer comme un uint. U qui veut dire unsigned, c'est-à-dire non signé, c'est des entiers non signés, c'est des entiers positifs, des entiers naturels. Je pense que c'est le premier ensemble qu'on étudie en 6e. Les dint, cette fois-ci, ça veut dire que mon application va utiliser des nombres entiers, mais qui sont très grands. Donc, ils vont être codés sur 32 bits. Donc, on va utiliser cette fois-ci le dint ou le int simple qui est codé sur 16 bits. On va utiliser le dint. Dans mon cas ici, on va compter sur je sais pas combien, mais ces entiers sont pas signés. Donc, moi, un uint me suffit. Maintenant, le cas des compteurs, je vais prendre un CTD ou un CTU. Alors, voilà, les CTD, c'est les décompteurs. Les CTU, c'est le compteur count up. Il compte. Pas de 0 à plus l'infini. Ce qui va m'intéresser, moi, pour mon application, c'est un CTUD à la fois. C'est-à-dire un compteur et un décompteur. Le compteur, c'est up, le U, et le décompteur down, c'est le D. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je vais augmenter ici, un peu comme ce qu'on voit. Je vais prendre un CTU, mais un CTU int. Voilà, ça me suffit, celui-là. 16 bits, ça me suffit pour... Pas int, parce qu'il n'y a pas d'entier, il n'y a pas de nombre négatif. Pas UD, D, 32 bits, c'est trop grand déjà. UInt, ça me va bien. Donc, je clique tout simplement sur le compteur, et je fais le compteur des compteurs, je fais OK. Voilà, le nom du compteur s'affiche ici. Le nom que moi je veux lui donner dans mon programme, je peux garder comme ça, mais je veux lui donner un nom. Je vais l'appeler compte. Compte. Voilà. Compte des comptes. Voilà. Compte des comptes. Je fais OK. Et je peux déposer maintenant mon compteur. Voilà. Le compteur des compteurs. Donc, les différentes entrées de ce compteur sont CU, c'est l'entrée de comptage, CD, c'est l'entrée de décomptage, le R, c'est l'entrée de remise à 0, reset, le RD, load, c'est l'entrée de mise à 1, c'est l'entrée 7. Ce qu'on fait PS7, ça correspond à 7 ici, c'est-à-dire que lorsque cette entrée est activée, elle met la valeur courante du compteur à sa valeur de présélection. La valeur de présélection
qu'on marque ici sur le PV. Ok, plus Z value. À la sortie, ça c'est les entrées de validation. On peut ne pas les câbler, il n'y a pas de souci. La sortie Q de comptage, la sortie Q de décomptage, et enfin la valeur courante du compteur count value. C'est-à-dire, la valeur courante, c'est la valeur au moment au moment de l'exécution de l'application, la valeur à laquelle le compteur est arrivé. Si on doit compter de 0 à 10, quand je commence à compter 0, 1, on me dit arrête, là où j'étais arrivé, c'est ce qu'on appelle la valeur courante. Ok? Bien. Je vais programmer mon compteur, je reviens sur mon graph-sheet ici. Je vois que c'est à l'étape 1 que je vais compter en appuyant sur BP comptage. Donc je vais relier l'entrée CU. Je vais prendre un test direct donc que je pose là, un deuxième là, et je envoie ça à l'entrée CU. Qu'est-ce que je fais maintenant? Cette entrée, je dois rentrer la variable. Ici, il s'agit d'abord de l'étape 1. Il faut qu'on soit à l'étape 1. Mais on ne va pas taper étape 1, simplement on tape étape 1.x. Vous dites que c'est une variable booléenne. Faire entrer. Et là, je vais appliquer BP comptage. Voilà. Donc, lorsque je serai à l'étape 1 et que j'appuie sur BP comptage, alors c'est pris en compte, le comptage est pris en compte. Cette étape, ces deux étapes, ça forme un et. Ok. Tant que je ne suis pas à l'étape 1, si j'appuie BP comptage, ça ne marchera pas. Voilà. Si vous faites BP comptage directement sans mettre l'étape 1, ça veut dire à tout moment dans l'exécution de l'application, on peut compter. Or, ça ne respecte pas le cahier des charges. Le cahier des charges dit qu'on ne peut compter, on ne peut introduire la valeur x qu'à l'étape 1 de notre graph set. Bien, voici ainsi programmé le décomptage. Ensuite, qu'allons-nous faire pour entrer le décomptage? À quelle étape on décompte? On va qu'on décompte à l'étape 3. Et là, il n'y a pas de bouton pour soi de décomptage, c'est juste l'activation de l'étape 3 qui retranche 1 à la valeur courante du compteur. Donc, je vais prendre donc un test direct que je vais relier à l'étape 3. Je donc étape 3.x. N'oubliez pas le point X. Ah, évidemment, je vais soigner parce que j'ai écrit étape au lieu de étape. Voilà, étape 3 à précédé. Bien, pendant le fonctionnement, je vais recommencer, je vais remettre tout à zéro, recommencer. Alors, j'aurai besoin d'activer l'entrée reset. Et ça, il y a un bouton pour soi qui le fait, c'est le bouton pour soi de remise à 0, BP RAS. Okay, on a déjà adressé. Donc, je vais prendre un test direct encore et mettre sur l'entrée R. Et puis, je mets BP RAS. Voilà. Je suis OK. Voilà. Si j'active la valeur de présélection, ça veut dire que je compte jusqu'à une valeur déterminée. Ici, X, c'est une inconnue, c'est une variable. Ici, c'est la N. Voilà, c'est pas la R, mais la N. Il n'y a pas de virgule. Donc, je ne mets aucune valeur de présélection. Voilà. Je compte, j'appuie X selon mon bon vouloir. Les sorties ici peuvent ne pas être programmées parce que rien n'est dit dans le test pour dire que dans le cahier des charges pour dire que si on a compté tant, voilà, on doit avoir une sortie Q. Si on a décompté tant, on doit avoir une sortie Q. Donc on peut laisser les sorties pour le moment. L'application ne l'exige pas. Donc voilà notre compteur programmé.
Par la suite, on va programmer l'étape 1, non pas l'étape 1, l'action H1. Ok. Ici, ce qu'on a fait pour le compteur, c'est le programme de cette action-là et de cette action en même temps, les deux. Voilà. Donc, il nous reste H1, T1, T2. Voilà. Donc, on va prendre un commentaire, mettre lampe H1. Je valide. Je vois que la lampe H1 s'allume à l'étape 2. Donc c'est l'étape 2 qui lance cette action-là. Bon, je vais prendre un test direct. Je vais poser là. Je peux mettre le nom en même temps. Étape 2. Et là, voilà, il m'aide. Parce que l'étape 2 n'a pas encore été tapée. Étape 2.x. Ok. Et cette étape 2 va activer ma lampe que je vais mettre à partir de 8 ici. Voilà. Cette lampe là, voilà, elle avait été déclarée déjà. Alors, donc je clique. Je pourrais cliquer directement H1. Si j'ai ça en tête, si j'ai pas ça en tête, je clique. Alors je vais dans la table des variables là-bas. Bien, c'est tout pour la programmation de H1. C'est simple que ça. Donc chaque fois qu'on sera à l'étape 2, H1 sera activé. Ensuite, il nous reste à programmer la tempo T1 et la tempo T2. C'est deux tempos différents puisqu'ils n'ont pas le même temps. Donc on aura autant de tempos qu'on a de temps différents. C'est ce qu'il faut comprendre dans la programmation. Si on a le même temps dans différentes transitions, alors la même tempo peut gérer c'est ce même temps-là. Ok, si je programme un tempo de 1 seconde, cette même tempo, je peux l'utiliser là où on a toutefois qu'on a 1 seconde, je peux utiliser cette tempo. Mais si on a des temps différents, alors je suis obligé de programmer autant de tempos qu'il y a de temps différents. Je prends donc mon commentaire, je sépare, hein, ok. Et là, je mets tempo 1. Tempo 1, je valide. Je vais chercher la tempo. Pareil que pour le compteur, je désélectionne, je clique ailleurs pour désélectionner. Sinon, lui, une fois que quelque chose est sélectionné, il n'est plus en surbrillance, tu ne peux pas réactiver. Donc, il faut désélectionner, cliquer n'importe où ailleurs. Voilà, là, tu peux l'utiliser. J'avais déjà le compteur, il est déjà là. Maintenant, je vais choisir une tempo. Les tempos, il y en a 3. T-off, c'est le tempo repos. Le T-on, tempo travail. TP, c'est le tempo qu'on appelle monostable. Elle génère une impulsion de durée précise. Ici, j'ai un T-on que je vais choisir. Et je vais changer le nom. Je vais l'appeler tempo. Voilà. Non. J'ai mis trop. Je suis avec le problème là-bas. Ok. On revient à notre tempo. Voilà. Et je clique là. Voilà. Voici ma tempo 1. Avec les entrées de validation qu'on peut ne pas câbler pour le moment. Et l'entrée in, qui est le lancement de la tempo. La valeur prédéterminée prévue de la tempo. Et ça, c'est la valeur courante de la tempo. C'est quand tu as entendu compter, voilà. Mais ça, c'est l'automate qui compte. Mais je peux utiliser cette sortie pour faire quelque chose d'autre, voilà. Mais ça, c'est un peu exigé ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour mon programme ici? La tempo 1 est lancée à l'étape 2. Ouais, et elle dure 1 seconde. Voilà. Donc, ce que je fais, à l'étape 2, on lance étape, voilà, étape 2. Étape 2, je lance dans l'étape, chaque fois qu'on a l'étape 2, je lance ma tempo. Et ma tempo va durer 1 seconde. Je double-clique sur PT, je tape 1 seconde. Je valide. Voilà. Donc cette tempo, une fois qu'elle est à l'étape 2, la tempo est lancée 1 seconde après, elle active sa sortie Q. Bien. Il y a deux manières ici de faire. Je peux mettre une sortie sur Q, de sorte que
je vais mettre cette sortie dans un bit mémoire, et utiliser ce bit mémoire là dans mes transitions. Comme je peux ne rien mettre, et c'est cette solution que je vais utiliser pour utiliser la sortie, voilà, la sortie tempo 1.q. Ok, on verra tout à l'heure parce qu'on va programmer les transitions. Mais pour le moment, la tempo est programmée, ça suffit. On va de même programmer la tempo 2. Bon, on peut copier-coller, mais je ne vais pas vous donner de mauvaises habitudes. Ok, il faut prendre de bonnes habitudes maintenant. C'est un métier à part entière, un programmeur. Bien, j'ai des sélections, je viens choisir. Voilà. Ma tempo 2, c'est une tempo tonne aussi, donc je peux besoin, j'utilise celle que j'ai déjà activée. Voilà, la tempo tonne. Change de nom, je l'appelle tempo 2. Voilà. Je la dépose là. Je viens dans mon graphique, je vois que ma tempo 2 est lancée uniquement à l'étape 3. Ok. Donc la tempo 2 est lancée à l'étape 3. Je fais pareil que là. Je prends un test direct que je vais je devais dupliquer, j'ai cliqué. Voilà. Bon, je peux dérouler là pour chercher l'étape en question. Voilà, l'étape là. Voilà, et puis voilà, l'entrée in, échappe, preset, ça dure combien? 500 000 sur 500, tu écris bien à la main 500 000 secondes, tout simplement, ça va. Voilà, je vais utiliser la sortie tempo 2.q pour, voilà, voici mes actions programmées. J'espère que je vais en oublier. Non, voilà. Donc, compteur de compteur, lampe H1, tempo 1, tempo 2. Voilà, donc compteur, décompteur, lampe H1, tempo 1, tempo 2. Voilà, j'ai programmé toutes mes actions. Donc, la prochaine vidéo, on fera les transitions. Allez, j'espère que ça va vous aider. À bientôt, au revoir.